Hello tout le monde, bienvenue sur cette vidéo un peu spéciale, sûrement la plus ambitieuse de ma chaîne, que je vais raconter de manière chronologique. Après plusieurs mois d'attente, que ce soit pour réaliser la procédure en elle-même ou pour tourner cette vidéo, j'ai enfin pu ouvrir à ma grande curiosité l'accès à un monde profond et inconnu, tel un explorateur sur l'infiniment petit de mon propre moi. J'ai séquencé mon ADN. Séquençage ADN, technique biotechnologique qui consiste à connaître lettre par lettre notre code génétique. Lettre par lettre, ou plutôt molécule par molécule. A, T, G, C, ces fameuses lettres, sont les initiales de adénine, thymine, cytosine et guanine. Et ces molécules sur l'ADN, il y en a 3 milliards. Dur de se rendre compte, c'est plus de 262 000 pages, soit une demi-tonne de livres, une sorte d'immense ouvrage de plus de 200 tomes. Ah, et en mémoire de disque dur, cela représente 100 gigas. 100 gigas de simples fichiers texte. AAG, AAT, ATA, ATT, CTT, GATT. Et ces mots, gène, génome, qu'est-ce que cela signifie? Un gène, c'est un morceau d'ADN, un peu comme un chapitre d'un livre. Des gènes, nous en avons estimé 30 000 chez l'homme. 30 000 recettes pour déterminer la couleur des yeux, le nombre de doigts, ou encore comment donner telle ou telle forme ou fonction à un neurone ou un globule rouge. D'ailleurs, ne croyez pas qu'il n'y a que 30 000 recettes. Certains gènes, comme ceux qui produisent des anticorps, peuvent donner plusieurs milliards de configurations possibles. Bon, ça c'est la théorie. Mais comme comparer l'univers observable à l'univers entier, nous n'avons compris qu'une infime partie de notre génome. N'oubliez donc jamais que certaines choses que je vais vous raconter vont évoluer dans les années à venir. Nous les raconterons sûrement différemment, et c'est aussi ça qui rend le domaine passionnant. Qui suis-je donc? Le premier génome a été séquencé en 2003 pour plusieurs milliards de dollars, et aujourd'hui, pour quelques centaines, je peux connaître le mien. Et qu'est-ce qui me pousse à le faire? Eh bien, sûrement la même chose qui me force à prendre une bouteille d'eau pour une rando, ou de mettre mes lunettes anti-lumière bleue. Je veux gérer les causes avant de gérer les conséquences. Comme le dit parfaitement l'auteur de cet article, qui a réalisé également son séquençage ADN, le test renferme encore 1001 autres indications, notamment sur ma résistance à l'effort physique, et recommande des régimes diététiques optimisés pour mon profil génétique. Pas de quoi changer ma vie, même si le test m'aidera certainement à mieux comprendre mon corps et ses limites. En tout cas, j'ai toujours du mal à admettre qu'une telle démarche puisse être interdite dans un pays réputé libre. Car, oui, contrairement aux États-Unis ou à d'autres pays d'Europe, l'article 1610 du Code civil français prévoit que l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ne peut être entrepris qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique. Ce texte date de 2004, autant dire il y a bien longtemps dans l'essor de la génétique. Le séquençage ADN est donc interdit en France, je me suis donc tourné vers les États-Unis. Alors, j'ai juste commandé mon kit aux États-Unis, et puis j'ai envoyé mon ADN dans un laboratoire en Italie, bref. Pour analyser mes résultats, la première personne que j'ai rencontrée est un entrepreneur philanthrope qui a développé une start-up de séquençage ADN destinée à protéger ses données et à les valoriser auprès de la recherche en génétique. C'est parti. Ok, 2 verres d'eau, j'en ai 2, non ça devrait le faire. Bon du coup vidéo que j'avais très envie de réaliser, j'étais hyper excité, alors j'ai déjà vu les résultats avant de venir. Peut-être commencer par te présenter, dire ce que tu fais, pourquoi tu es là, qu'est-ce qui te motive et tout dans ce sujet qui est le séquençage ADN. Alors avant de présenter Dayou, ce que je veux expliquer c'est pourquoi je lance ce projet-là. Accélérer la venue de la médecine personnalisée, la médecine du futur, parce qu'elle tarde à venir, il y a beaucoup de promesses, les technologies ont énormément évolué ces dernières années, et il faut en profiter. Alors la médecine personnalisée, elle passe par une plus grande compréhension du système biologique, dont l'ADN. Après, pour revenir à Dayou, l'idée est de proposer des tests ADN et de donner un maximum d'informations sur les origines ethniques, géographiques, les allergies aux médicaments, les risques de santé, des traits de comportement même, qu'on peut trouver dans l'ADN, c'est moins connu. Si vous avez des compétences innées, par exemple, certaines personnes naissent avec des aptitudes à être très très fort en maths, très très bon en maths, ou à faire du piano, mais pour ça, il faut qu'on ait des masses de données. Il faut que des millions de personnes fassent leur séquençage pour qu'on puisse utiliser de l'intelligence artificielle et exploiter ces données pour essayer de petit à petit découvrir plus. Ce que tu veux dire, c'est que la génétique aujourd'hui c'est un peu comme un iceberg, on connaît que la partie émergée et au final toute la partie immergée, on la connaît pas du tout. C'est une bonne image. Une métaphore, c'est un code informatique. On a un code informatique, si on donne à un débutant un code informatique et qu'il n'y connaît rien, c'est impossible de savoir ce qu'il y a. Mais si on peut utiliser ce code dans un ordinateur
et voir les résultats, là on comprend mieux. Si on a une multitude de codes aussi, et qu'on les compare les uns avec les autres, et qu'on ait aussi le résultat, on peut permettre de combler les lacunes. Et c'est comme un peu aussi ce qu'a fait Champollion à l'époque quand il a... C'est-à-dire en découvrant les hiéroglyphes oui, Champollion, et exactement. Comment il a compris les hiéroglyphes? C'est en trouvant la pierre de Rosette, qui contenait un langage intermédiaire, et petit à petit, il a réussi à comprendre ces hiéroglyphes. Et nous, on n'en a pas pour découvrir la génétique des pierres de Rosette. Exactement, on n'en a pas. Donc voilà, il faut essayer de récolter un maximum de databases avec du patrimoine génétique humain, mais poser des questions à ces humains pour savoir exactement comment ils vivent, quel est l'environnement. Et c'est le mélange de tout ça qui nous permet de progresser dans la connaissance de notre biologie. Donc finalement, l'idée de Dayou, c'est laquelle? C'est celle de construire cette plateforme, de réunir suffisamment de données pour avancer dans tout ce que je viens de dire. Et cette plateforme sera ouverte auprès des chercheurs, des laboratoires de recherche, des universités, tous les chercheurs qui ont besoin d'accéder à des datas pour faire progresser leur recherche, et demander directement aux contributeurs, aux donneurs d'ADN, à ceux qui auront fait le test, l'accès à ces données. Ok, alors peut-être partie 1 tout simplement, comment ça fonctionne pour l'utilisateur? Alors, donc vous allez sur le site de Dayou, vous achetez un séquençage ADN, qui s'appelle WGS, c'est Whole Genome Sequencing, et on analyse quasiment 100% de l'ADN, de votre ADN, avec un 30x coverage. On relit 30 fois le livre pour être sûr de ne pas faire d'erreur et de remonter surtout à l'ADN originel. Donc vous recevez une boîte comme ça. Et en fait, il suffit simplement de fournir votre salive. Donnez votre salive dans ce tube, et c'est prépayé, vous le renvoyez directement au laboratoire de séquençage. Donc effectivement, ça a un coût élevé aujourd'hui. On est aux environs de 650-700 $. On le voit souvent sur Internet, de savoir d'où on vient, mais est-ce qu'un test qui va juste aller chercher nos origines va nous permettre d'offrir tout le reste? Non. Non. Et ils ont accès à d'autres choses puisque Petit propose aussi Health. Mais effectivement, comme c'est que 0,2% d'ADN, c'est pas assez efficace et c'est pas assez précis pour l'utiliser en médecine. Donc pour la médecine du futur, c'est vraiment Whole Genome Sequencing uniquement. Et on a aussi une autre proposition, c'est pour les gens qui n'ont pas encore les moyens de mettre cette somme, on propose une liste d'attente qui est à 0 $ ou parfois 2 $. Vous entrez vos coordonnées, email, etc. Et nous, et vous répondez à quelques questions, une dizaine, et dès qu'un chercheur est intéressé par votre génome, on vous contacte et lui a sponsorisé votre génome et donc il sera gratuit. Donc c'est top ça pour les gens qui n'ont pas forcément l'argent. Exactement, donc tous les étudiants justement, j'imagine qui aujourd'hui s'intéressent énormément à ça, qui ont envie de le faire mais qui n'ont pas les moyens, inscrivez-vous sur cette liste et dès qu'un laboratoire de recherche nous demande si on a un tel type de profil génétique, on vérifiera dans notre base de données et on vous offrira certainement le test, c'est ce qu'on espère. Mais peut-être un mot aussi que je voulais ajouter, c'est que le test, donc effectivement, est à 650 $ aujourd'hui. Dans le passé, il était excessivement cher et le premier test qui a duré 13 ans a coûté, je crois, 3 milliards $. Ah oui, je crois qu'on en parle après. 3 milliards $. Non, c'est pas grave. Ouais, c'est bon. Et du coup, après, une fois qu'on a craché dedans... Le mot cracher... Une fois qu'on a mis notre salive à l'intérieur... Prodiguer notre salive. Prodiguer. Combien de temps? Dans tes labs, garantie 90 jours aujourd'hui pour donner le résultat. Ah, moucheron. Qu'est-ce que je veux dire? Surtout aussi, ce qui est très important de savoir, c'est ne prenez pas de décision hâtive par rapport à tous ces résultats. Attendez, il faut l'avis d'un médecin. Comment on dit disclaimer en français? Je sais pas comment on dit disclaimer, j'aurais tendance à dire disclaimer en français aussi donc. Mais grosses consignes de sécurité, prenez ces informations avec des grosses pincettes et ne prenez pas de décisions hâtives. Ok, du coup, qu'est-ce qu'on reçoit? 2 rapports, un pharmacologique et un longévité et santé. Oui, et un personnalisé, qui permet de se focus sur une partie du génome ou sur une maladie donnée pour avoir plus d'informations précises par rapport à sa personnalité. Suite à une demande. Donc du coup, pharmacologique ou longévité santé? Pharmacologique, ça tombe très bien. Je ne sais pas pourquoi, mais ça tombe très bien. Je l'ai tellement mal joué. Du coup, pharmacologique ou longévité santé en premier? Longévité et santé, je pense. Allez. N'est-ce pas, Terence? Du coup, dans ce premier rapport, on va s'intéresser aux prédispositions génétiques aux maladies. Du coup, on reçoit toute une liste de maladies et pour chaque, on va avoir 2 couleurs, vert ou rouge. Vert et rouge. Vert, tout simplement, il n'y a rien de spécial qui, dans notre génome, prédispose à avoir telle ou telle maladie. Exactement, pas d'inquiétude. Alors que rouge, vous avez dans votre patrimoine génétique une prédisposition normalement potentielle à avoir cette maladie dans le futur. Donc, il faudra adopter des modes de vie qui permettraient d'éviter d'avoir ces maladies. Ce qui est très important et très intéressant, parce qu'en fait, ce qui veut dire que rien n'est prédéterminé,
l'ADN ne veut pas dire que vous allez avoir 100% de chance d'avoir la maladie, mais uniquement une probabilité. Et ça permet de faire attention, de mieux manger, faire du sport. Donc ça peut qu'être bénéfique pour avoir une bonne hygiène de vie, pour tenter d'éviter ces maladies et vivre plus longtemps. Moi j'ai une chance immense, merci papa, merci maman. J'ai 100% de vert. Waouh! Donc c'est top, tu vois. Ouais, c'est génial. Bon, on va quand même aller essayer d'avoir qu'est-ce qui se cache dans ce rapport. Donc on peut voir qu'il y a plusieurs catégories. Par exemple, les maladies liées au cancer, cardiaque, les os, les maladies respiratoires, intestinales, etc., etc. Je vois par exemple que dans le système nerveux, il n'y a aucune info sur les maladies d'Alzheimer ou Parkinson, ni même sur l'épilepsie ou l'autisme. En fait, ça veut juste dire qu'aujourd'hui, en fait, on n'a pas trouvé de prédisposition génétique à ces maladies. Continuons à faire de la recherche génétique à cet endroit. En fait, le problème, c'est qu'il y a plusieurs maladies, beaucoup de maladies qui sont multifactorielles. Elles ne sont pas uniquement génétiques, elles ne sont pas uniquement environnementales. Elles sont un mix de beaucoup de choses et de beaucoup de gènes. Et donc, ça veut certainement dire qu'on n'a pas encore la connaissance de tous les gènes en jeu dans cette maladie. La clé, c'est plus de knowledge, plus de savoir, plus de données, plus de data. On fait du franglais et on aime ça. Et du coup, peut-être question qui me vient à l'esprit, est-ce que ces rapports, au fil du temps, une fois que tu souscris à un séquençage d'ADN, l'entreprise peut mettre à jour les rapports si on découvre des prédispositions génétiques? Le but, c'est que, aussi tout l'intérêt de le faire maintenant et de ne pas attendre, c'est que oui, bien sûr, au fur et à mesure des avancées et des découvertes, on va automatiquement mettre à jour ce rapport. Ça, c'est très important, gratuitement bien sûr. J'ai entendu récemment une information incroyable, c'est que d'ici 2020, donc c'est dans 6 mois, même pas, tous les 72 jours, l'information, le savoir médical va doubler. Ok, c'est donc, immense. Pour un être humain, pour un médecin, c'est impossible de se tenir à jour. Donc on est obligé de passer par des machines et par de l'intelligence artificielle pour y arriver. Et c'est pour ça que ces plateformes sont hyper intéressantes, parce que pour analyser toutes ces data et ce big data, on a besoin d'IA. Quand tu parles de data et d'IA, est-ce que peut-être que on pourrait avoir plus tard une IA qui nous aide justement à lire ces séquençages et à les décrypter et à savoir où chercher l'information? Ah oui, c'est mon rêve. Avoir une IA à qui on peut poser une question de manière très fluide, langage naturel, et avoir des réponses très simples pour le commun des mortels, pour savoir exactement ce que contient l'ADN, ce que contient notre génome. Pas forcément chercheur en génétique, mais au moins pouvoir comprendre facilement. Pouvoir comprendre et pouvoir aussi agir. Avoir une IA qui nous dit en temps réel, nous donner des conseils de nutrition, des conseils sur notre comportement, qui nous disent d'arrêter de manger trop de poulet aujourd'hui et de passer sur des brocolis. De toute façon, on pourra régler sûrement un curseur de l'embêtement. Genre 0, ne m'embête jamais, et 10, embête-moi le plus possible, parce que je suis hyper intéressé et je veux faire attention. D'accord. Très bien, et du coup le deuxième rapport, c'est un rapport pharmacologique. On va aller regarder tout un ensemble de molécules qui du coup peuvent avoir des usages ou des propriétés sur le corps. On va aller regarder leur compatibilité en fait avec notre ADN. Est-ce que notre ADN va dire ah bah là peut-être que je vais réagir différemment à telle ou telle molécule. Exactement. Alors là il y a une couleur en plus. Une couleur en plus. Le jaune, c'est un peu comme les feux de circulation. Du coup c'est toujours vert, il se passe rien de spécial. En tout cas en termes de prédisposition. C'est-à-dire que ça veut dire qu'on assimile bien la molécule jaune. Jaune. Point d'interrogation. Ouais, point d'interrogation. On sait pas ce que... Ça sera pas forcément un risque négatif, mais il y aura un risque d'altération, ou en tout cas un risque peut-être que la molécule n'ait pas d'effet. Tu vois, ça peut être ça. Ça peut être ça. Et rouge. Et rouge. On vous conseillerait de ne pas prendre ce médicament et d'aller voir votre médecin pour lui dire écoutez, j'ai un risque génétique à prendre cette molécule. Mais ce qui est important de comprendre par là, c'est qu'on a chacun un patrimoine génétique unique. Que chaque personne assimile différemment un aliment. Par exemple la glace, on peut penser que la glace c'est sucré, gras, etc. Certaines personnes vont avoir un pic d'insuline énorme, et en fait d'autres personnes pas du tout. Donc on est très différents, même en termes d'aliments. Donc c'est très intéressant de mélanger le génome, la génétique, avec même, et ça c'est le microbiome, donc c'est toutes les bactéries qui sont contenues dans notre système digestif. Et donc par exemple ça c'est un test qu'on aura dans le futur pour tester son microbiome. Le microbiome, on va aller regarder les bactéries qui sont à l'intérieur de notre intestin. Et il faut savoir qu'on a 10 fois plus de bactéries que de cellules humaines. Finalement, qu'est-ce qu'on est? On est des bactéries, on est des cellules. Des milliards et des milliards de bactéries. Qu'est-ce qui fait notre moi? Mais là, c'est la philosophie. On pourrait en parler des heures, mais au final, pas le temps. Donc du coup, il y a 255 molécules analysées, et moi dans mon rapport, j'en ai 46 en jaune et 7 en rouge. On va appeler Dantella pour voir ce qui s'est passé. On va appeler voir ce qui s'est passé. J'ai eu moins de chance sur cette partie-là. Je te propose, c'est qu'on survole rapidement en regardant qu'est-ce qui peut être intéressant. C'est hyper intéressant et merci de le partager parce que c'est des données qui sont parfois considérées comme sensibles.
Justement, moi, j'ai pris le parti de dire à ma famille avant, en leur demandant coucou maman, que tu acceptes que je dévoile l'ADN qui peut être une partie du tien. Bon, on dit Voilà. pas grand-chose. Hein. On dit pas grand-chose. En même temps, on dit plutôt des bonnes choses. Hein. J'ai Oui. pas de prédisposition. Oui. Mais... Déjà, par exemple, comment ça se présente? Prenons l'exemple de la nicotine. Nicotine qui, au passage, pour moi, est jaune. Ça tombe bien, je fume pas, mais ça veut dire que justement, je pourrais avoir une altération. Alors déjà, il y a le marqueur. Donc le marqueur, c'est la séquence qu'on va aller regarder. Alors là, elle s'appelle RS 4180. Peu importe. Mais en gros, c'est comme si on avait une longue phrase et qu'on avait un mot en gras et on va aller voir ce mot-là qui nous indique des choses sur le reste de la phrase. Après, on a la position du gène. Donc là, c'est le chromosome 22. Alors, position 1, 9, 9, 5, 1, 2, 71, hein, tu vois. En gros, ça veut dire voilà, quel livre, quel chapitre, quelle page, quelle ligne, etc. Et après, il y a le plus important, c'est le génotype. Donc moi, je suis AA et le génotype majoritaire, sans risque, c'est GG. Alors c'est un peu comme on peut être plus ou moins, ou A, AB, O pour le sang en fait. Donc en gros, avec ce génotype A, c'est comme si j'avais une version spéciale de ce gène qui est différente de la version un peu normale, sans risque que les autres ont. Bon, rapidement, on regarde les autres molécules. Caféine vert, ça tombe bien parce que j'adore le café, donc ça, pas de souci. Aspirine rouge. Alors aspirine, pareil, intéressant parce que c'est quand même une molécule qui est... Ultra commune. Ultra commune, voilà. Alors, elle augmente ma probabilité d'être atteint d'un urticaire. Alors un biologiste m'a dit récemment que Ouais. pour la molécule d'aspirine, on savait toujours pas comment elle agissait dans le corps. Ok, bah... Ce qui est dingue. Ce qui peut expliquer où on en pourquoi est. ça peut avoir des répercussions sur Non, mais un urticaire. Voilà où on en est Ouais. dans l'état de notre connaissance du système biologique. On est vraiment à la préhistoire. Vraiment à la préhistoire. Ouais. Bon, autre mauvaise nouvelle. Ah. L'éthanol rouge. Oh, mon pauvre. Pour tous nos alcooliques. Moi qui Français. suis amateur de bon vin. Bon, du coup, risque sévère d'intoxication, donc c'est au niveau du foie. Risque d'hypoglycémie, convulsion, donc- ischémie, hémorragie. Ah ouais. Sympathique comme cocktail. Bon, il faut dire dans ce cas que tu dois prendre plus d'artichaut, faire des tisanes d'artichaut avant de boire de Exactement, l'alcool, exactement. mélanger les deux, je sais pas, faire En fait, moi je l'ai une pris, boisson. ouais, je l'ai vraiment pris comme un moyen de m'adapter, en tout cas en termes de En tout consommation. cas, c'est bien le savoir. Voilà, c'est bien de On le voit savoir. l'exemple type Ouais. de gens qui ont besoin d'avoir cette information parce que vu comment tout le monde boit et tout le monde adore boire aussi bien la bière que le vin Voilà. que les alcools, Alors par exemple, moi je prends pas d'artichaut, moi je prends citron, thé vert avec la L-théanine ou encore curcuma avec la curcumine qui est un puissant antioxydant. Ça veut pas dire que du coup j'arrête de boire, parce non, que mais risque raisonnablement. rouge, mais voilà, je contrôle ce que je fais de manière... C'est exactement pour ça qu'on a envie de faire ces tests. Bon, rapidement, d'autres molécules, alors par exemple je vois la metformine en vert, metformine qui est un sénolytique, donc une molécule anti-vieillissement, la cocaïne en vert aussi. Parmi les molécules jaunes que je vois, voilà, morphine, nicotine, radiothérapie, héroïne. Bon, et puis après, il y a vraiment des molécules qui, moi, je pense, sont très intéressantes de connaître à quel point on peut être compatible ou pas, parce que c'est des molécules qui sont pour le traitement de cancer. Bah oui, Par exemple, tamoxifène, cancer du sein, le risque est il jaune. y a des cas tu vois. masculins. Mais bon. Salbutamol, il est pareil aussi connu parce que c'est un traitement pour l'asthme. Du coup, pour l'anecdote, Christopher Froome, le célèbre vainqueur du Tour de France, avait été contrôlé il y a très récemment au salbutamol, du coup, qui est une substance aussi dopante. Dopante. Au passage, peut-être aussi dire que du coup, voilà pourquoi il faut faire gaffe au dopage. Bon, puis sur les molécules rouges, tu vois, méthotrexate, étoposide, enfin, tu vois, etc. Toutes ces molécules-là, en fait, c'est des molécules, voilà, encore pour traiter des cancers ou des maladies auto-immunes, comme le Ouais, sida. c'est hyper intéressant. Donc c'est hyper intéressant, je pense, de le savoir. Ouais. Et donc voilà, risque rouge pour moi. Bon, du coup, moi, j'accepte de dire officiellement mon ADN, de le présenter à la caméra, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde, tu vois. Notamment, on entend des choses en termes d'éthique. Est-ce que si une entreprise sait que j'ai telle ou telle prédisposition à telle ou telle maladie, est-ce qu'elle va pas me donner un contrat? Est-ce qu'elle va pas me donner un prêt, tu vois, pour acheter une maison? Ouais, peut-être, est-ce qu'en fonction de mes préférences, est-ce que je vais pas avoir des publicités qui vont être en fonction de mon ADN? Enfin, tu vois, on peut imaginer plein de choses. Est-ce que, aujourd'hui, on peut imaginer un argument pour protéger et faire ce qu'on veut de nos données? En un mot, il y aurait la blockchain, dont on entend énormément parler grâce au Bitcoin. La blockchain permet de sécuriser l'accès aux données, permet d'anonymiser les données, permet de tracer, donc il y a une traçabilité, il y a une inaltérabilité des données pour essayer de protéger au maximum les données des gens. C'est eux qui pourront vendre ou donner l'accès quand ils le veulent, quand ils le souhaitent. On a 1000 fois plus d'intérêt à gagner à partager ces données qu'à les fermer. Si je peux donner un exemple,
ça serait la bombe atomique. On a tous imaginé qu'en développant la bombe atomique, qu'en inventant la bombe atomique, on allait détruire la planète, que tout le monde allait se faire la guerre, tout allait sauter. Et en fait, c'est totalement l'opposé qui s'est passé. On a eu la paix pendant quasiment 80 ans. Et je pense que pour les data, tout le monde a peur et craint des tas de choses, on imagine le pire, mais en fait c'est le meilleur qui va arriver. Nous, ce qui nous intéresse, c'est uniquement la recherche scientifique et le développement de la connaissance scientifique. Donc on n'ira jamais travailler avec des assurances, ni avec des banques, ni avec des politiques, et ils n'auront pas accès aux données puisqu'elles sont peut-être protégées par la blockchain. Et ce que la blockchain permet aussi, c'est de rémunérer les gens. Vous prenez part, vous êtes au cœur du système, c'est vos données, vous êtes rémunérés, et on fait des découvertes grâce à vous, et en plus on vous tient au courant des découvertes qui sont faites. Imaginons un peu le futur. Si on développe des thérapies géniques qui vont modifier uniquement le génome pour guérir des maladies, on va se passer de plus en plus de molécules et de médicaments. Je ne sais pas si on pourra vraiment connaître à 100% le système biologique, mais l'idée serait qu'on puisse simuler sur ordinateur notre système biologique. On pourrait se passer de tests sur les animaux, on pourrait se passer, accélérer le temps de développement d'un médicament qui aujourd'hui prend plus de 10 ans et coûte vraiment des milliards. Est-ce que c'est vraiment pareil sur l'avenir? Moi je pense que ça va vraiment arriver. S'il y a bien un mot à retenir, c'est le mot probabilité. Tout n'est que probabilité. L'ADN est une recette de cuisine, mais l'ADN n'est pas le cuisinier, ni même l'outil qu'utilise le cuisinier. Pour savoir si telle ou telle probabilité prédite par votre ADN peut devenir réalité, il faut prendre en compte un modèle multiple, qui réunit aussi l'épigénétique, c'est-à-dire l'environnement et la qualité de vie, le microbiome, c'est-à-dire vos bactéries intestinales, ou encore la neuroscience, c'est-à-dire le pouvoir de votre cerveau sur votre corps. Comme l'a énoncé Harold, il faut accompagner un test génétique d'un test épigénétique, d'un test du microbiome, et mieux de croiser tous ces résultats. Et ça, nous n'y arrivons pas encore, d'où certaines approximations sur les résultats d'un test génétique. C'est aussi pour cela que la France n'autorise toujours pas le séquençage ADN universel. Mais j'ai l'impression, et c'est un avis personnel, que l'on ne se prépare pas comme il faut. Quelque part, on préfère interdire que de prendre du temps à accompagner ce progrès, à éduquer le grand public. Et du coup, on passe à côté d'une toute nouvelle forme de médecine préventive, personnalisée et véritablement progressiste. Après avoir exploré certains passages de loi de la bioéthique, pas forcément passionnants, je me suis dit que d'interroger une des personnes qui participent à l'élaboration de ces lois pourrait être sympa, voire stylé pour parler comme je sais le faire. Et tiens, d'après cet article, une ancienne membre du CCNE, Conseil consultatif national d'éthique, travaille dans le même institut que moi. Le professeur Dominique Stoppa-Lyonnais, d'ailleurs au passage désolé d'utiliser cette tournure masculine du terme, qui est pourtant celle grammaticalement correcte, dirige le service génétique de l'Institut Curie. Elle fut membre du CCNE de 2005 à 2013. Aujourd'hui, le séquençage, donc hors intérêt thérapeutique, est interdit en France, et l'une des raisons, c'est qu'il est facile de mal interpréter les résultats, et peut-être de tomber dans la déprime si on avait un mauvais résultat. Ma première question, c'est pourquoi la génétique ne fait pas tout? Comment dire, on a un État très protecteur, on a un État assez paternaliste et les lois de bioéthique, je dirais, protègent. Mais protègent à mon sens à bon escient parce que ce qui est très important, c'est d'avoir des tests de qualité. Et est-ce que si on a accès à une prédisposition génétique, par exemple, qui nous dit, je sais pas, on a tel pourcent de chance d'avoir tel cancer, par exemple, est-ce que c'est forcément ce qui va arriver? Est-ce que parce que c'est écrit dans la génétique, ça va se produire, ou est-ce qu'il faut aller voir d'autres choses? Bien sûr que non. Il y a quelques maladies génétiques qui sont liées à ce qu'on appelle une pénétrance, c'est-à-dire la probabilité de 100% que la maladie apparaisse. L'archétype, c'est maladie neurodégénérative qui est la maladie de Huntington. Et puis sinon, la plupart des maladies sont associées à une probabilité. Si on dit, bah voilà, le risque de cancer du sein, par exemple, dans un contexte BRCA1, gène de prédisposition au cancer du sein, risque cumulé de 70%, bah, c'est pas sûr que ça va arriver, puisque quand le risque n'est pas de 100%, eh bien, ça veut dire qu'il y a de la place pour d'autres facteurs. Ces facteurs que sont principalement l'épigénétique. C'est très ouvert, c'est très multifactoriel. Si on prend, je dirais encore une fois l'exemple emblématique des prédispositions au cancer du sein, altération du gène BRCA1, on sait qu'il y a des classiques facteurs de risque qu'on connaît pour l'ensemble de la population générale, par exemple l'âge aux premières règles, l'âge à la ménopause, qui sont, plus les premières règles sont précoces, la ménopause tardive, plus ça augmente l'exposition de l'organisme aux œstrogènes, eh bien ça constitue un facteur de risque. Le nombre d'enfants, l'âge à la première grossesse, un grand nombre d'enfants,
un âge à la première grossesse précoce sont des facteurs protecteurs. Alors en fait, c'est un peu comme si on était sur un iceberg et qu'on voyait que la partie immergée, et que la partie immergée, elle est immense et il y a encore plein de... On est loin de tout connaître encore aujourd'hui. Alors si voilà, on, on est loin, on voit la partie émergée, c'est les maladies qui ont une transmission mendélienne, c'est-à-dire qui suivent les lois de Mendel, qui ont un déterminisme génétique fort. Et puis la partie immergée, qui est plus importante, par définition pour la métaphore de l'iceberg, c'est tout le multifactoriel où il y a du génétique, du non-génétique, etc. Alors moi j'aime bien les métaphores et le mot épigénétique, il est très peu connu du grand public parce que j'aimerais bien l'expliquer facilement. Si on dit souvent que pour la génétique, c'est un peu comme un livre de recettes qu'on avait au sein de chacune de nos cellules. Est-ce qu'on pourrait avoir une métaphore pour expliquer ce qu'est l'épigénétique? Alors on dirait que c'est le génie ou l'insuffisance du cuisinier. C'est une chose que d'avoir une recette, c'en est une autre que de l'appliquer et d'aller au bout et d'avoir quelque chose de mangeable, de pas mangeable ou de délicieux. Et à partir d'une même recette, c'est possible. En tout cas, à vous entendre, et en quelque part, il faut être un peu vraiment un expert pour essayer de tout comprendre, entre guillemets. Et donc aujourd'hui, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles le séquençage ADN pour n'importe qui est interdit en France. Est-ce que c'est mieux interdire aux gens de savoir ou est-ce que c'est réellement offrir aux citoyens une formation, la connaissance pour décrypter tout ça? Alors, il s'agit simplement de réguler, d'encadrer la réalisation de tests dont les résultats ont un sens. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Ces sociétés qui sont en dehors de nos frontières et qui proposent des tests de génétique, notamment de prédisposition à telle ou telle maladie. D'un point de vue scientifique, c'est assez solide. On sait qu'un tel variant est augmenté, est associé effectivement à un risque, mais en intérêt clinique, en utilité clinique, aujourd'hui c'est nul. Tant c'est la source d'un business très important. Et je crois que ce que veut le législateur, et ensuite l'Agence de la biomédecine, la Direction générale de la santé, enfin voilà, toutes ces agences effectrices, mais aussi le Comité national d'éthique, c'est qu'on aille vers une proposition pour les citoyens de tests de qualité chez des personnes informées, accompagnées, protégées. Ensuite, la deuxième la proposition que vous faites, et là à laquelle j'adhère, vous dites, bah oui, plutôt que d'interdire, il s'agit de former, de rendre peut-être les citoyens moins crédules. Et cette formation, elle commence par celle des jeunes. Je trouve qu'il y a pas mal de choses qui ont été faites quand même. L'enseignement de la génétique, même dès le collège, des éléments de génétique essentiels dès le collège, au lycée, c'est pas mal. Vraiment, c'est pas mal, mais il faut continuer. Et donc, je dirais, enseigner tout le monde, mais on sait que les plus jeunes sont très importants, peut-être parce qu'ils comprennent mieux, plus vite, ils n'ont pas d'a priori, et puis parce qu'ils enseignent aussi à leurs parents. Cette année, on est dans un contexte de révision des lois de bioéthique. Dans votre domaine, l'oncologie, le cancer, est-ce qu'on est peut-être en retard sur certains points en termes de progrès social? Est-ce qu'aujourd'hui, juste déclencher un test génétique sur un plan thérapeutique sans aller voir le plan individuel, est-ce que c'est un peu être en retard ou... Alors non, moi je crois qu'on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. On fait des tests vraiment de qualité. Je pense qu'il y a à mon sens, une équité d'accès sur l'ensemble du territoire. Il va falloir revoir l'organisation des circuits parce que tels qu'ils sont, on ne va pas y arriver. Mais je pense qu'on est capable de revoir l'organisation. Si moi j'ai une prédisposition, c'est peut-être que aussi ma sœur ou mon frère ou mes parents ou mes enfants, peu importe où je me situe, peuvent l'avoir. En fait, connaître moi, ça veut dire que les autres connaissent aussi. Exactement. Et c'est un vrai sujet. Une personne qui fait un test génétique, qui conduit à l'identification d'un facteur de risque, et c'est ce que l'esprit de la loi, engage sa responsabilité dans l'information de ses apparentés. J'ai juste oublié une petite question qui me tenait à cœur de vous poser. C'est notamment, vous parlez du traitement du cancer du sein. Et si on repense à toutes les grandes figures, tous les grands moments de des lois de bioéthique depuis Simone Veil, etc., est-ce qu'on peut y voir un lien entre réviser et revoir ces lois de bioéthique et l'émancipation de la femme? Pourquoi est-ce que toutes les femmes n'auraient pas la possibilité aujourd'hui, si elles le veulent, de faire un test BRCA? En gros, on sait aujourd'hui, on est très limité dans la loi
encadre la réalisation des tests. Mais là, pourquoi est-ce qu'en France, une femme, elle accepte, elle fait très bien, elle fait une consultation de génétique, elle est informée, elle est accompagnée. Pourquoi est-ce qu'elle ne pourrait pas demander un test BRCA? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas le droit de savoir quel est son risque de cancer du sein? Moi, j'ai dit, aujourd'hui, proposer des tests BRCA 1 et 2 dans la population générale, chez des femmes qui n'ont pas d'antécédents, même proches de cancer du sein, aucun contexte, même individuel, enfin, de cancer du sein, je pense qu'il y a des risques de se tromper, c'est d'aller, puisque aujourd'hui je pense qu'on a encore une vue un peu biaisée des choses, on a probablement, en particulier pour BRCA2, une surestimation des risques. D'accord. Peut-être que demain, eh bien oui, on fera à ce moment-là, on pourra proposer des tests à l'ensemble des femmes, parce qu'on aura démontré l'utilité clinique avec des risques individuels relativement précis. Aujourd'hui, on n'est pas prêt. Si on faisait des tests dans la population générale aujourd'hui, on irait vers probablement un taux de chirurgie mammaire et ovarienne de prévention trop inapproprié. On est encore sur des questions scientifiques, avant d'être sur des questions sociales peut-être demain. Exactement. Très bien. Question un peu ouverte de conclusion. Comment imaginez-vous la médecine de demain, entre guillemets, est-ce qu'elle pourrait être personnalisée et préventive? Les outils de cette médecine de demain ne sont pas... Il y a la génomique, qui est quand même évidemment très importante. Très importante compte tenu que ça m'occupe une grande partie de mon existence, mais moi je suis très, je dirais, fascinée par tout ce qui est aujourd'hui le cocktail Big Data, ou plutôt ce que j'appelle méga métadonnées, donc l'intégration des données, plus l'intelligence artificielle, pourvu qu'on arrive ensuite à comprendre la raison de ce qu'ont sorti des algorithmes entre des corrélations que notre œil ne permettait pas de voir. Mais il n'empêche que tout ça, alors c'est formidable, c'est machin, mais il faut pas oublier la prise en compte d'un élément essentiel qui est ce que nous sommes, qui est notre comportement. Parce que si on continue de manger, qu'on mange et qu'on devient de plus en plus obèse, et qu'on fume des trucs invraisemblables, et qu'on boit des trucs et qu'on ne bouge plus... Et qu'on respire de l'air de plus en plus. Oui, voilà, mais enfin, il y a quand même beaucoup de choses. C'est sûr, l'environnement, c'est un sujet. Mais évidemment, je trouve qu'on vit des moments... Enfin voilà, c'est un temps passionnant. C'est fascinant d'essayer d'imaginer. En termes d'imagination, peut-être une dernière question, enfin c'est ma dernière question. Un peu longue. Aujourd'hui, donc, pour soigner un cancer, une neurodégénérescence, ça paraît presque logique d'attendre de l'avoir pour être sûr qu'on l'a et qu'on la traite. Aujourd'hui, on ne s'imagine pas aller traiter une maladie avant même qu'elle n'apparaisse. Pourtant, aujourd'hui, si on va voir la génétique, si on parle de médecine préventive, on va peut-être plutôt s'attaquer aux causes, plutôt aux conséquences de maladie, et peut-être aller voir comment stopper un cancer avant même qu'il ne se développe. Est-ce que c'est possible ça pour demain? Alors, oui, il y a un peu deux aspects dans la discussion. D'abord, c'est toute la question de la médecine prédictive. Alors, le truc, c'est qu'il ne faut peut-être pas se transformer en Dr Knock. Tout bien portant est un malade qui s'ignore, mais voilà, il n'empêche que la médecine prédictive, le terme n'est pas très heureux, c'est plutôt une médecine de prévision pour une perspective de prévention. C'est très important. Heureusement, face au retard français, souvent dû à des parlementaires qui ne comprennent pas forcément grand-chose au sujet, ce qui est un véritable problème en soi et une limite de la démocratie, voir ici une vidéo pour s'en convaincre, on commence à voir en opposition des scientifiques qui prennent position. Coup de gueule de grands professeurs et pays voisins qui font des progrès forts. On peut noter par exemple qu'en Sardaigne, le nombre de naissances d'enfants touchés par la bêta-thalassémie passait de 110 par an à entre 5 et 10. Israël et les USA autorisent le dépistage de la mucoviscidose avant de faire un enfant. La personne qui cristallise l'ambiance générale est sûrement Hervé Schneeweiss, président du comité d'éthique de l'INSERM entre autres, qui dénonce ici que les médecins généralistes ne peuvent même pas donner les résultats incidents d'un séquençage ADN d'un patient, ce genre de conseil qui aurait pu ralentir le développement d'un cancer. Mais pour finir cette vidéo, je voulais finir sur une note positive, et surtout pragmatique. Il se développe, et donc pas en France, beaucoup d'applications pour extraire de l'information d'un séquençage. Par exemple, je me suis rendu sur le site sequenceit.com et j'adore ce site. Alors déjà, disclaimer, je rappelle que tout n'est que probabilité.
Encore une fois, il ne s'agit que d'informations simplement incertaines tirées de mon ADN. Sur ce site, on peut trouver une mine d'applications qui peuvent toutes nous donner des informations en lisant notre séquençage. Des informations complémentaires sur les maladies rares, nos besoins en vitamines, notre manière de dormir, de rêver, notre personnalité ou même la santé d'APOE, une des protéines impliquées dans la maladie d'Alzheimer. J'ai vu que j'avais un risque accru d'être intolérant au lactose, ce qui au passage est totalement le contraire actuellement encore. Une autre application de ce qu'ils appellent bien-être basique, bon, je vous laisse douter du nom, me dit que j'ai la tendance à avoir la peau sèche, bien assimilée à un régime méditerranéen, avoir de bonnes aptitudes pour la lecture et réagir de manière normale aux changements de saison. Ce qui pour le coup, bref. Enfin, côté sportif, c'est la consécration. Je suis davantage prédisposé à faire du sprint que de l'endurance. Ça tombe bien, c'est exactement ce que je fais en club d'athlétisme. Dans la catégorie « ça ne sert à rien », j'ai testé l'amusant prédicteur d'apparence. L'application a 2 doigts d'inventer le miroir. Je peux y confirmer la couleur de mes yeux, marron, de ma couleur de peau. En revanche, je suis brun. Ce qui est faux. À y regarder de plus près, c'est 50-50. C'est au passage la meilleure preuve de la guerre génétique qu'il y a eu entre ma mère et mon père. Côté application payante, j'ai testé le célèbre Découvre tes origines. La chose que je savais, comme mon prénom l'atteste, héritage direct d'un ancêtre écossais, je suis un peu nordique. Le séquençage, lui, révèle un ADN surtout ibérique, aussi scandinave, un peu italien, un peu oriental, un peu british, et tiens, c'est ce moment-là la proportion écossaise. Et pratiquement aucunement français, ce qui me donne presque envie de le proposer à ceux qui votent Marine Le Pen. Côté smartphone, il y a également une application pour portable qui est censée nous donner des informations quotidiennes sur comment notre corps, d'après notre génétique, s'adaptera à la météo du jour. Grande curiosité de mon côté, mais impossible de faire fonctionner l'application. Et enfin, le plus disruptif est sûrement l'application pour avoir accès à ce dont on parle depuis le début, la séquence de 3 milliards de lettres. Malheureusement, pour l'utiliser, il faut avoir une certaine expérience poussée des plateformes de bioinformatique. En regardant, on retrouve plus de 33 000 pages de 100 séquences, et si on se débrouille bien, ici, voici notre séquence lettre par lettre. A noter, le site sequency.com affiche un inspirant baromètre d'altruisme. Il s'agit de points que l'on gagne lorsque l'on partage notre ADN. Altruiste parce que ces partages vont aider directement la recherche en génétique avec un angle axé sur les maladies génétiques infantiles. Pour celles et ceux qui me connaissent, j'ai véritablement adoré découvrir tout cela, cette sorte d'introspection biologique. Mon ADN, ce n'est pas forcément moi. On estime d'ailleurs que 10% de notre ADN vient de virus que l'on aurait rencontrés au fil de l'évolution. Mon ADN, ce n'est pas moi. Et en même temps, cette notion de sens des choses, je m'en fiche un peu. Ce qui compte, c'est mon expérience de vie. Avec ce séquençage, j'ai véritablement l'impression que je peux en créer une toute nouvelle. Alors juste avant de vous quitter, s'il y a d'autres personnes qui aimeraient découvrir leur ADN mais qui n'ont pas encore les moyens, vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente pour 2 € symboliques de Dayou et attendre qu'un labo souhaite financer votre propre séquençage ADN. And there's times I